ya wangwana inumbana ya wangwana inumbana ya wangwana tushina wana kodi gonie D'accord, je suis Arthur Bonga, docteur en histoire des relations internationales et en histoire de la défense et de la sécurité. Après mon bac, je rentre à l'université au Fulbani de Cocody. Voilà, moi je fais mon bac en 2002 et c'est l'année du déclenchement de la guerre. Donc comprendre la guerre en Côte d'Ivoire, c'est en quelque sorte la question de ma jeunesse, hein, de mon adolescence. Et voilà comment je suis attiré au département d'histoire, puis envie d'étudier les faits militaires. Je suis conduit à faire une thèse sur la coopération militaire française entre la France et la Côte d'Ivoire. Voilà comment on parle d'histoire pour aboutir à une thèse et ensuite se faire recruter à l'université au Fulbani, où je suis actuellement maître assistant au département d'histoire. On ne peut pas avoir une efficacité de nos armées si les ressources ne sont pas bien gérées. Une armée, elle dépend d'abord des hommes, du matériel et du financement. Voilà. Et c'est tout ça qui est regroupé dans le thème des ressources. On entend à la fois ressources humaines, ressources financières, voire ressources matérielles. Et donc pour être efficace, il faut une meilleure gestion des hommes, recruter comme il faut, faire les avancements comme il se doit. Il faut avoir une meilleure gestion du matériel, quel matériel il faut, comment on le prend, et surtout une gestion des finances, une gestion saine. Alors qu'on s'occupe très peu souvent de ces questions de gouvernance au sein des armées, parce que les armées sont dans ce qu'on va appeler la zone de précaré du président de la République, ce qui fait échapper du contrôle démocratique, du contrôle parlementaire, du contrôle même de la société civile. Pour plus on invoque la question de secret défense. Donc il faut une vraie réflexion autour de ça pour savoir comment conserver un contrôle des ressources, de la gestion de ces ressources dans la mesure du possible, sans mettre en danger l'opérationnalité ou l'efficacité de nos armées. Et donc c'est sur ces méthodes que nous réfléchissons durant ces 2 jours. Ouais, c'est une très bonne chose d'abord. Bon, ça va avec l'évolution de nos pays. Hein. Quand je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a connu un long moment de paix et de stabilité, qui a connu aussi un président qui était très regardant sur les choses militaires, c'est normal. À partir du moment où on a la guerre, on a ces questions-là, c'est normal que les jeunes et des intellectuels se posent davantage de questions. Il y a aussi beaucoup d'analyses sur les crises, sur les conflits. Et l'un des acteurs des conflits, ce sont les armées, et même de la gestion du pouvoir en Afrique. Donc, progressivement, les chercheurs, sociologues, historiens, politistes, en s'intéressant aux conflits, en s'intéressant à la gestion du pouvoir, ont commencé à comprendre que les armées sont des acteurs majeurs de toutes ces questions. Voilà comment naturellement on débouche aujourd'hui sur ces questions, sur l'étude, et même en histoire des relations internationales, l'aide militaire, la question de la lutte contre le terrorisme, du banditisme transnational, sont des questions qui vont pousser aussi à la réflexion là-dessus. C'est une très bonne chose parce que ça permet d'avoir des solutions africaines à des problèmes africains, réfléchis par des Africains qui sont pour la plupart très bien formés souvent dans des écoles internationales. Et ça permet aussi justement d'avoir une pensée stratégique africaine qui se construit autour de ces penseurs. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Alors, il y a, la Côte d'Ivoire a entrepris de reconstruire son armée après la crise
Je me rappelle qu'en 2005-2006, on disait qu'elle avait une capacité de frappe de 32%. Où en est aujourd'hui ce processus? Après 2005-2006, il y a eu la crise post-électorale, donc la fin de la guerre qui a été destructrice pour l'armée ivoirienne parce que déjà, sur le plan humain, ce sont des hommes qui vont reconstituer cette nouvelle armée qui sont affrontés. Ce n'est pas facile de remettre dans la même armée des gens qui sont combattus il y a quelques semaines. Ce sont des destructions massives du potentiel militaire de la Côte d'Ivoire durant la crise. Et donc, il fallait reconstruire en repartant pratiquement de zéro. À part peut-être une ressource humaine de qualité pour certains. Aujourd'hui, on peut être heureux parce qu'elle a su se reconstruire, elle a su s'affirmer. Ça n'a pas été simple, il y a eu des péripéties. Vous vous souvenez des mutineries qu'il y a eu en 2017-2018. Mais aujourd'hui, progressivement, l'armée ivoirienne est une armée respectable qui arrive à se projeter sur les théâtres internationaux. Il n'y a pas longtemps, on a perdu des soldats au Mali, justement, cette capacité de projection qu'on a qui montre la bonne progression de l'armée ivoirienne. Je dirais que c'est une armée encore convalescente parce qu'il nous reste encore des choses à corriger. Je dirais par exemple la formation des soldats qui sont issus de la rébellion, qui n'ont pas toujours su être des militaires, qui sont restés plus dans l'esprit de soldats. Je dirais aussi le rajeunissement, l'équilibre, le respect du système pyramidal au sein des armées, le renforcement des équipements. Voilà. Et on réussit à faire de bons qualitatifs aussi sur la formation parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les diplômes militaires se font en Côte d'Ivoire, y compris l'école de guerre. Et c'est grâce aussi à ce vivier de stratégistes qui naît, ce qui permet à la fois de pouvoir progresser dans la formation de ces militaires. Donc je pense qu'on a une armée qui progresse, qui est en convalescence et je pense dans quelques années qu'il pourra répondre entièrement à toutes les difficultés. Elle en a souffert dans ses débuts, il faut bien comprendre. Hein. On ne sort pas d'une guerre comme l'Indinégala, donc au début, c'était difficile. Hein. Il y a eu d'abord un moment où l'essentiel du commandement était venu de militaires issus de la rébellion. Hein. Il y avait des problèmes dans les casernes entre militaires issus de la rébellion et militaires restés loyaux à Laurent Gbagbo. Il y a eu une bonne période de tension. Et les autorités l'ont compris, il fallait donc réconcilier l'armée et réconcilier l'armée et la nation. C'est pour ça que la plupart des réformes entamées avaient pour but cette double réconciliation, à la fois au sein de l'armée et renforcer une armée-nation. On a eu des problèmes et qui sont d'ailleurs manifestés avec les mutineries. Mais fort heureusement, après ces mutineries, je pense que les soldats issus de l'armée resté loyal à Laurent Gbagbo, ont su montrer une sorte de république dans leur comportement parce qu'ils n'ont pas surfé sur la vague. En ce moment-là, ça a permis aux autorités de comprendre leur dévouement et de les repositionner. Aujourd'hui, on a pratiquement la grande majorité des postes qui est occupé par ce genre de soldats. Donc, c'est un exemple à voir qui montre comment construire souvent dans la difficulté. Mais au bout d'une décennie, je pense qu'on peut être fier du travail qui a été abattu sur cet aspect. La recomposition des armées dépend de deux choses, des accords de paix et de l'issue du conflit. En Côte d'Ivoire, les accords de paix prévoyaient déjà d'intégrer certains soldats venus des forces nouvelles de la rébellion. Le nombre s'est accru et leur responsabilité était importante parce qu'on a eu une fin militaire du conflit politique. Donc ça va dépendre. Si on a des accords négociés, finalement, ça sera donc la composition proposée par ces différents accords de paix qui sera en quelque sorte appliquée dans la reconstruction d'une armée post-crise. En ce moment-là, il va falloir trouver dès la signature des accords des mécanismes pour mieux intégrer. Et l'expérience ivoirienne peut être partagée justement dans cette optique-là. Même dans le cas de conflits armés, là encore, si on doit intégrer, on aura peut-être, cette fois, il faut regarder les responsabilités, par exemple pénales. Est-ce qu'il n'y a pas,
être sûr que ceux qui vont être réintégrés dans les armées ne sont pas coupables de crimes de guerre, par exemple. C'est des aspects importants. Il faut leur refaire des formations pour qu'ils puissent intégrer en eux qu'ils ne sont plus... Il y a une grosse différence entre un soldat et un combattant, entre un militaire et un combattant. Il faut en faire des militaires avant de les intégrer. Voilà, c'est cette transition entre prendre des soldats et en faire des militaires qui a manqué, qui a créé beaucoup de problèmes dans la mise en place d'une armée unifiée en Côte d'Ivoire. Ça dépend, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Moi je préfère le voir à moitié plein parce que progressivement, la part de femmes dans nos armées, elle progresse, même si elle est encore infime. Quand je prends la Côte d'Ivoire, des unités comme la gendarmerie, comme la marine, comme l'armée de l'air n'avaient pas du tout de femmes il y a quelques années. Aujourd'hui, on en trouve. C'est un progrès. Je pense que c'est l'évolution. Ce qui est intéressant dans cette féminisation de nos armées, je pense qu'elle transcrit l'évolution même de la place de la femme dans nos sociétés. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, plus on a des femmes scolarisées, plus on a des femmes émancipées, plus on a des femmes éduquées, plus on a des chances d'avoir des femmes dans l'armée. Je pense que le nombre de femmes dans l'armée est déjà révélateur de la place qu'on donne aux femmes dans nos sociétés. Et c'est un travail de longue haleine parce qu'il y a des pesanteurs sociales fortes, il y a des pesanteurs traditionnelles importantes, il y a un conservatisme au sein même des armées. Et donc tout ça doit nous emmener à évoluer avec tact, à faire comprendre d'abord à l'ensemble de la société et en particulier aux troupes que la présence des femmes est quelque chose d'important. À faire comprendre aux femmes elles-mêmes qu'elles ont un rôle à jouer dans les armées. Voilà, à partir de ce moment-là, on va accélérer le processus. Mais je dis, il y a des facteurs intéressants, l'augmentation des femmes cultivées, l'augmentation des femmes éduquées, cet environnement qui est autour d'une place plus importante des femmes dans nos sociétés. Voilà, ça, ce sont des facteurs sur lesquels on peut surfer et petit à petit déconstruire les conservatismes désuets qui ne permettent pas à des gens de comprendre la place, le rôle des femmes. Il faut aussi insister sur ce rôle. Parce qu'il y a certains qui ne perçoivent pas encore l'armée, qui perçoivent l'armée comme dans toute la virilité du terme, dans toute l'agressivité, non. D'abord, il y a des femmes qui ont démontré dans des stages commando qu'elles ont la capacité physique de répondre à cela. Mais l'armée aussi, c'est aussi des relations publiques, c'est aussi du renseignement, c'est aussi une image de la nation. Et donc, toutes ces composantes de ce que c'est que le rôle de l'armée sont des facteurs qui sont importants pour nous permettre de féminiser davantage, féminiser sans toucher l'efficacité de nos armées. Inumbwana, Inumbwana, kushinda wana mkodi ngonie.